Déstabilisation du Burkina Faso. Tout sur le complot colonial en préparation contre le capitaine Ibrahim Traoré. Deuxième partie est fin. Souvenez-vous que la puissance impériale française, c'est-à-dire l'Empire français, qui fut établi de 1851 à 1870 par Louis-Napoléon Bonaparte, régnait en maître sur l'Europe en accédant au statut de superpuissance mondiale grâce à ses colonies aux Antilles, en Asie et en Afrique du Nord. Il se trouve que le 19 juillet 1870, Louis-Napoléon Bonaparte, pour sa gloire personnelle et le prestige de son empire, déclara la guerre à la Prusse de Guillaume II et de Bismarck. La France fut proprement battue et son empereur, Napoléon III, fut capturé de façon humiliante par l'armée prussienne lors de la fameuse bataille de Sedan le 2 septembre 1870. Prisonnier, Napoléon III capitula, signant ainsi la mort du Second Empire français. Fin de parcours. La Troisième République française naquit dans la ruine, la honte et la disgrâce. Cette débâcle a longtemps traumatisé la France. Lorsque le 28 juillet 1870, Napoléon III part aux armées, il y a une ambiance festive autour de lui, car tout son entourage, mais le peuple de Paris aussi, pense à une guerre courte, une guerre qui va être victorieuse. Napoléon III est beaucoup plus lucide, et lorsqu'il arrive à Metz, il se rend compte de l'état de son armée. La concentration, la mobilisation des troupes n'est pas bonne, elle se fait très difficilement. Le matériel de son armée est moins bon que le matériel de l'armée prussienne et de l'armée allemande, puisque toute l'Allemagne fait corps derrière la Prusse. Il se rend compte que l'Italie et l'Autriche, sur lesquelles il croyait pouvoir compter, ne seront probablement pas derrière lui dans cette guerre. Et de ce fait, il va modifier la stratégie. La stratégie initialement était une stratégie offensive et il va se lancer dans une stratégie défensive. Alors la seule chose, c'est que le 2 août, il y aura une petite escarmouche. Les Français attaqueront Sarrebruck, qui ne sera pas du tout défendu en fait par les Prussiens. Les Français prendront la ville, mais ils rétrograderont sans même détruire les ponts. Et à la suite, il y a un enchaînement de défaites absolument dramatiques. Le 6 août 1870, les Français perdent en Lorraine, à Forbach-Spicheren. Ils perdent également à Fröschwiller et Wörth, la bataille en fait d'Alsace. Ils doivent rétrograder au camp de Châlons pour une grande partie de l'armée, où l'armée est en complète déliquescence, et le maréchal Bazaine s'enferme dans Metz. Au terme de 3 batailles qui se déroulent du 14 au 18 août, Bazaine ne parvient pas à desserrer l'étreinte. Il est encerclé dans la ville de Metz. Et l'impératrice régente, avec le nouveau chef du gouvernement, le comte de Palikao, vont inciter Napoléon III et le maréchal MacMahon à aller libérer Bazaine à Metz. Très rapidement, une dépêche apprend aux Prussiens que l'empereur Napoléon III et le maréchal MacMahon se dirigent vers Metz. Ils vont leur couper la route. Et à ce moment-là, eh bien, l'armée de MacMahon et de Napoléon III bifurque vers le nord, très rapidement se retrouve encerclée dans la cuvette de Sedan. Et le 1er septembre 1870, eh bien, c'est la défaite de Sedan. C'est très shakespearien. Napoléon III va chercher la mort sur le champ de bataille, car l'impératrice Eugénie lui a dit qu'un Napoléon devait mourir à la tête de son armée quand il n'était pas victorieux. Il ne va pas trouver la mort. Et pour épargner le sang de ses hommes, il va décider de capituler. Non pas un armistice lui donnerait une chance de poursuivre avec son régime, mais une capitulation qui est une défaite militaire, une défaite humiliante, mais qui préserve toutes les chances militaires de la France. Il le sait, Napoléon III, il y a un risque de révolution à Paris. Et lorsque la nouvelle va être connue à Paris le 4 septembre 1870, le peuple parisien va effectivement faire une révolution. L'impératrice Eugénie ne veut pas que le sang coule et elle va laisser, en fait, le peuple parisien proclamer la République. La guerre de 1870 ne s'arrête pas pour autant. Alors, pour renflouer ses caisses exsangues, afin de reconstruire une armée et sa puissance, tout en redorant son blason terni, l'aristocratie française de la Troisième et de la Quatrième République va se lancer dans une conquête effrénée et meurtrière de nouvelles colonies en Afrique, comme pour concurrencer son éternel rival et ennemi millénaire, la Grande-Bretagne. Et notre malheur s'empira.
Depuis lors, cette option politique stratégique colonialiste ne s'est jamais flétrie. Quand bien même vint la révolte des peuples d'Asie et d'Inde dans les années 1940, l'Inde accéda à l'indépendance en 1947, obligeant notamment les Britanniques à amorcer leur retrait des colonies africaines une décennie plus tard. La France, quant à elle, ne put s'y résoudre. Il faut comprendre que pour les gouvernants de l'Hexagone, tout recul dans ces anciennes colonies signifierait la fin de la France en tant que puissance internationale. Toutefois, le retrait britannique d'Afrique en 1957, après l'indépendance du Ghana, a suscité un fort appétit d'indépendance dans les colonies françaises qui, elles aussi, voulaient recouvrer leur pleine souveraineté. Or, pour Paris, il n'est point question de partir comme la Grande-Bretagne. Il n'était pas question de laisser les États de la colonie libres et autonomes. Le général de Gaulle leur a astucieusement proposé une indépendance de soumission. Le néocolonialisme était né. Cette doctrine du néolibéralisme demeure la ligne directrice intangible de la politique extérieure française et elle perdure jusqu'à ce jour. De Gaulle à Macron, le système reste le même et le mode d'action demeure inchangé. C'est dans la droite ligne de cette politique néocoloniale qu'Emmanuel Macron a déclaré ceci le 6 janvier 2023 sur son compte Twitter. Aujourd'hui, la situation de la France est compliquée dans bon nombre de pays africains. Il lui appartient de réparer ce qui peut l'être avant qu'il ne soit trop tard. Ce qui en peu de mots veut dire qu'il est hors de question pour la France de se départir de son empire colonial, ce qui induirait sa dégringolade. De ce qui précède, il est évident que les régimes de Guinée-Conakry, du Mali et du Burkina Faso ne peuvent que constituer des cibles à réduire. Et le régent Alassane Ouattara, dans le droit fil des instructions données par ses mandataires, ne peut que percevoir le régime burkinabé comme dangereux. À cet égard, le Burkina Faso nouveau a 3 péchés impardonnables à ses yeux. Premièrement, le jeune capitaine Ibrahim Traoré n'est pas son poulain, car il n'est pas son choix pour occuper le fauteuil de président du Burkina Faso, lui qui est chargé par procuration de veiller aux intérêts de la France dans ce pays. Deuxièmement, le tyran ivoirien considère que le nouveau régime burkinabé est intimement lié au régime malien, ce qui constitue un danger mortel pour la France-Afrique. Le colonel Assimi Goïta étant déclaré ennemi numéro 1 de la France. Je suppose que vous avez en mémoire tous les efforts et toutes les stratégies nationales et sous-régionales déployés par Alassane Ouattara pour abattre le colonel Goïta et démanteler le régime malien. Assimi Goïta et le CNSP ne doivent leur survie à la tête du Mali que grâce à leur fort ancrage et assise populaire incontestable. Troisièmement, il est reproché au régime du capitaine Ibrahim Traoré d'avoir affiché sa volonté résolue d'indépendance vis-à-vis de la France. N'ont-ils pas commis le crime de lèse-majesté de réclamer le départ des forces françaises du Burkina Faso, le départ de Mme Barbara Manzi, coordonnatrice résidente du système des Nations Unies, déclarée persona non grata, ainsi que le remplacement de l'ambassadeur de France au Burkina Faso, Luc Alad? Tout ceci, aux yeux de la France, est constitutif d'un casus belli. Puis, Paris estime inacceptable et dangereux l'intention du nouveau régime de tisser des alliances avec la Russie, la Chine et la Turquie, autant de puissances non occidentales. Alassane Gaspard Dieudonné Ouattara alias Chameau, qui n'a jamais accepté les idées de Thomas Sankara, s'irrite qu'Ibrahim Traoré, capitaine comme Thomas Sankara, adopte les vues et les visions nationalistes de ce dernier. Il faut donc par tous les moyens, je dis bien par tous les moyens, renverser l'impertinent par un coup de force. Personne ne sera dès lors surpris que les mêmes manœuvres qui ont été initiées contre le Mali soient transplantées au Burkina Faso. La différence intéressante cette fois est que la fiole, Téné Birahima Ouattara, affirme connaître bien mieux le terrain du Burkina Faso que celui du Mali. Tablant sur cette constatation, un budget de 3 milliards de francs CFA a été dégagé pour servir cette cause. Une cellule a été mise en place depuis plusieurs mois à Abidjan
présidée par la FIOL et dirigée par le préfet Traoré Vassiriki, coordinateur des services de renseignement de la présidence ivoirienne. Objectif, recruter des agents spéciaux et infiltrer le régime burkinabé pour en déceler les faiblesses, puis organiser un coup d'État qui viendrait balayer le capitaine Traoré et les dirigeants actuels de la transition. Je vais maintenant vous en révéler les ficelles. Après plusieurs analyses et études effectuées, grâce aux informations fournies par les forces françaises basées au Burkina Faso, recueillies via leurs satellites espions et grâce également aux renseignements de terrain fournis par les agents infiltrés en territoire burkinabé, il leur a été possible de déterminer avec précision les habitudes de vie et les itinéraires empruntés par le jeune dirigeant du pays des hommes intègres. Ils en sont maintenant à la phase de recrutement dans les différentes casernes du Burkina Faso. L'objectif est de constituer une 5e colonne au sein de cette armée. La 5e colonne, ce sont les soldats traîtres au service de l'ennemi au sein de l'armée régulière d'un pays. Pour eux, il est impératif que cette opération n'échoue pas, d'autant plus que les renseignements recoupés par cette cellule concluent qu'à la différence du Mali, où le régime est tellement populaire que la moindre information suspecte est aussitôt transmise aux 5 colonels. Le régime du Burkina Faso est plus fragile. La cellule ivoirienne a établi que 1. Le capitaine Traoré n'est pas encore parvenu à organiser une assise populaire de son régime. 2. La personnalité du capitaine Traoré ayant été étudiée, il est apparu, semble-t-il, que psychologiquement et mentalement, il pourrait être fragile. 3. L'entourage du capitaine Traoré n'est pas franc du collier, soudé et d'une fidélité inébranlable. La cellule estime que les anciens chefs de guerre ivoiriens, qui pour certains ont longtemps séjourné au Burkina Faso et y ont tissé des amitiés dans l'armée, pourraient être un couloir à explorer. Mieux, ils ont aussi décidé que les réseaux latents du colonel Damiba et éventuellement ceux bouillonnants du colonel Zungrana devaient être entrepris afin que les recrutements débutés par les chefs de guerre ivoiriens puissent opérer une fusion tactique dans un but commun, renverser le capitaine Traoré. À l'heure où ces lignes sont écrites, une vingtaine d'éléments des services de renseignement ivoiriens sont à l'œuvre sur le territoire burkinabé. Chris Yapi a pu identifier leur localisation. Ils sont infiltrés à Bobo-Dioulasso, à Ouagadougou et à Ouaïgouya. Leur rôle est de continuer à recueillir des informations afin de finaliser la stratégie pour en finir définitivement avec le capitaine Traoré et le nouveau régime en place au Burkina Faso. Chris Yapi est prêt à discuter avec le dirigeant de la transition burkinabé afin de mettre à sa disposition les transferts financiers, les numéros de téléphone et d'autres éléments précis dont il dispose qui pourraient considérablement l'aider à faire échouer cette conspiration et à préserver la stabilité de son pays. Ce qui me révolte, c'est que l'on ne peut accepter que des nègres vassalisés, jouant contre les intérêts de nos peuples, puissent par leurs incuries et leur cupidité continuer à maintenir les peuples africains dans la servitude. Cela nous rappelle le triste épisode de la traite négrière, au cours de laquelle des Africains se mirent au devant des colons et des marchands d'esclaves pour pourchasser et se saisir de leurs propres frères noirs afin de les vendre aux esclavagistes pour des écus. Pauvre Afrique, réveille-toi. Nous sommes toujours au même niveau. Intellectuel ou pas intellectuel, le noir ne change pas. Sinon, comment vous allez comprendre qu'un simple petit pays comme la France, qui ne représente même pas la moitié de la superficie de la République démocratique du Congo, puisse nous menacer, nous utiliser, nous contrôler juste maintenant là. Et pourtant, tous les pays là, il y a rempli de professeurs. Il y a même des professeurs au pouvoir. Les Alassane Ouattara, les Conté, les Macky Sall, tout ce monde-là, ils arrivent à être contrôlés par la France. On nous contrôle la monnaie, on contrôle nos richesses. Tout ça pourquoi? Parce que nous sommes des idiots. Vous pouvez même porter les vestes, on ne va jamais nous considérer. Le noir reste le noir parce que nous sommes incapables de relever le défi.
Partout là où nous sommes, on sème la pauvreté partout. Même si on nous met en Europe, c'est nous les plus pauvres. On nous amène en Asie, c'est nous les plus pauvres. On nous amène à l'Amérique latine, c'est nous les plus pauvres. Parce que c'est dans la mentalité des Noirs. Le Noir refuse même le développement. Comment voulez-vous qu'un pays comme le Gabon, quelqu'un a passé 14 ans, il n'a rien fait. Il y a des gens quand même qui menacent les autres en disant non, faut pas critiquer. C'est le meilleur des présidents. La mentalité des Noirs là, vraiment, ça ne va jamais finir. Même après 30 ans, nous allons toujours mourir en mer, en train de traverser pour aller chercher quelque chose que les Blancs viennent prendre ici, ils partent là-bas et puis nous on suit. On suit, on va toujours mourir. Je ne sais pas si c'est Dieu qui a fait ça, mais vraiment, c'est la race la plus nulle même de la planète. Les Noirs. Tous les autres se développent. Les Chinois se développent, les Arabes se développent. Il n'y a que les Noirs qui, partout, ils sèment la pauvreté. Parce que mentalement, ils sont pauvres. Les gens, quand tu vois les gens comme les présidents, on te dit que ce président, il est professeur. Il est hautement diplômé. Mais regarde son comportement. C'est la mentalité des moutons. On ne peut pas se développer. Le problème de l'Afrique, c'est ça le problème. C'est dans la peau. Même quelqu'un qui te dit que lui, c'est un intellectuel. Demain, quand on va dans le pouvoir, il va se comporter comme un idiot. Comment, même les choses que vous copiez, c'est les Blancs. Vous n'arrivez pas à respecter ça. Vous avez copié la démocratie là-bas. Appliquez donc la démocratie. Vous refusez. Mais vous êtes parti prendre ça pourquoi? Vous êtes incapable d'appliquer ça. Vous êtes parti prendre ça pourquoi? Quelqu'un, il a un doctorat. Il veut faire le 3e mandat. Ça, c'est quelle mentalité? Tu as vu ça où? Là, vous êtes parti copier là-bas. Vous avez entendu qu'il y a le 3e mandat. C'est ça le problème du Noir. Même quand il copie toujours des choses. Il renverse ça avec la couleur de sa peau. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses 2 chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et VK.